Hey, salut! On reçoit ton bon ami. Yeah, Steph Larue. Yo. On part tout de suite. Yo, j'adore ça. On part tout de suite. Blanc ou rouge, qu'est-ce que tu bois? Ah, on boit du blanc. Du blanc? On boit juste du blanc sur le podcast. Ouais. C'est vraiment, On boit c'est du le rouge préféré des de fois tous, aussi. ouais. Le nouveau Pinot Grigio. Barbecue à Bob, disponible dans toutes les épiceries et dépanneurs qui se respectent au Québec. Yeah. Toi, Stéphane, c'est quoi ton drink de choix normalement? J'ai là? rendu le vin blanc. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Mon drink de choix, Steph, c'est quoi? C'est le gin tonic. Absolument. Pas très original. Dans un Vico avec une lime. Avec une lime. OK. Cheers. Santé, les amis. On aurait dû faire Santé, ça. santé. Santé, santé. Non, j'ai pas encore de gin à mon nom. Fait qu'on va y aller avec le Ça sent bien. Ça sent bien, ça sent. Qui c'est? Qui Le c'est? gin à Bob. tu sais. Ouais. On est vraiment content de t'avoir. Oui. Très Mais merci de privilégié m'inviter. même. C'est Vraiment. gentil. Ça fait... wow, ça va faire 20 ans qu'on se connaît l'an prochain. J'ai commencé au Misto, j'avais 27 ans, puis je vais avoir 47 ans cet été. Fait qu'au mois de septembre, on célèbre notre 20e anniversaire. Ça, c'est un long couple. C'est un long couple. Puis, fait qu'au mois de septembre, ça veut dire que ça va être un mois après mes 40 ans. Ça va Ouais. être un gros été. Wow, t'étais tout jeune. Ouais. T'avais Puis, quel âge quand t'as commencé? Moi, quand j'ai commencé au Misto, moi, j'avais 18 ans. OK, mais C'était t'étais le- beaucoup plus vieux, là, ouais. ben, Ouais, j'avais le 10 ans de Bob, plus. Là. J'avais Ouais, 27. c'est ça, ouais. Quand même. On était tous beaucoup Ben, moi, plus j'étais jeunes. le plus le kid. Là. Ouais. Il y en avait peut-être 2-3 qui avaient mon âge, mais sinon, c'était mi-vingtaine en montant. Là. Fait que, Non, c'était toi la recrue. Ouais, Ben, pas la recrue parce que t'étais Très là. vite, ben, tout était arrivé après. Ouais. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais là. Moi, j'ai manqué, tu sais, on a vu le film Le Plongeur. Ouais. Moi, j'ai manqué les vraies années folles. J'étais là sur le déclin des années Allez, là, folles. t'es arrivé quand ça commençait à se tranquilliser, Ouais. mais avant de repartir en folie aussi. Parce que Oui. t'étais là au 10e anniversaire. Ouais, Ça, c'était c'est... un été particulièrement... Ça a duré peut-être comme un 3-4 ans après, Ouais, avant, ouais. mais toute bonne chose a une fin. fin, hein, heureusement. Ça a duré combien de temps, le misto? presque 20 ans. Ah, quand même. Ouais, ouais. Quand le bail a fini au bout de 18 ou 19 ans, Et enfermé en 2015, je pense. 2015-2016, il me semble que j'ai calculé que ça faisait 8 ans cette année. 2015, je Ouais. pense que ça s'est rendu presque à 20 ans. Ouais, puis... Le misto, on va le dire, là, tout le monde. Ben, je sais pas si Ou le monde le c'est sait. c'est le dit, reste. c'est- La trattoria. Bob s'est occupé de, Ouais. de faire mais- couler ça dans les médias. C'est voilà, que je suis un personnage dans le Ben livre, oui, ben puis oui. c'est mon vrai nom. Fait Ah, que ben le monde, oui. ils ont fait 1 + 1. La trattoria. La trattoria, La trattoria. c'est ça. C'est... Qui était le misto sur Mont-Royal. C'est une version, en Ouais. fait, dans le livre, c'est une version fictive du Misto. Misto. Parce que dans le livre, il y a une propriétaire, il y avait des propriétaires Ouais. masculins au Misto. Tu sais, je me suis donné de la latitude de ce qu'on fait tout C'est le temps en pas fiction. mal vrai, par exemple. C'est tout vrai, ce la qui est fiction écrit. peut être vraie. C'est Ouais. juste, tu sais, tu te donnes tout le temps un cadre que tu peux tordre un peu pour dire des choses plus vraies encore, je pense. tu sais. Ouais, hein? Mm. Il y a des histoires que Bob m'a contées qui sont pas dans le livre, qui sont vraiment trash, quand même. Ouais. Ouais, ben, il y a des histoires qu'il y avait dans les premières versions ou des anecdotes qu'il y avait dans les premières versions. Puis mon éditeur il était OK, je m'en fous que c'est vrai, c'est juste tellement comme incroyable que personne va trouver que c'est crédible. Ah tu sais. ouais. Mais tu sais, la vie est plus étrange que la fiction Ah tout oui, le temps, c'est fait que vrai. c'est sûr. Tu sais. Ben, c'est vrai, le monde m'ont souvent posé la question, tu sais, toi, t'es un personnage du plongeur. Même mon frère, tu sais, mon frère, c'est drôle parce que mon frère avait Avec aucune qui on est idée. allé voir Iron Maiden. Iron Maiden, yeah, carrément. Puis mon frère m'appelle un soir puis il dit « Hey, tabarnak, je suis en train de lire un livre, ça s'appelle Le Plongeur. Puis Chris, ils ont volé ton personnage. » Je dis « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il dit « Il y a un gars, il s'appelle Bob, il a une casquette des Red Sox de Boston sur la tête. » Il dit « Ça, c'est toi, esti. » Hey, parce que j'étais un fan des Red Sox de Boston. Puis ben, c'est là qu'il a fallu que je mette mon frère en contexte. Je dis « Ben oui, tu te souviens le gars qu'on est allé voir Iron Maiden avec? Chris, c'est lui qui a écrit le livre. » Puis tu sais, mon frère, le premier, était comme... Chris, tu exagéré ce livre-là? Parce que, tu sais, moi, j'habitais avec mon frère pendant une partie que je travaillais au Misto. Puis j'étais comme, le frère, je te dirais qu'il y a du recul dans le livre. Tu sais, c'est... Ah, c'est une bonne manière de le dire. Ouais, c'est... ouais. Ouais. Oui, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu sors, on sortait, on travaillait 5 à 6 soirs semaine. Tu sais, Ouais. tu finis tout le temps par remplacer quelqu'un. Puis c'est payant. Tu sais, moi, ce que j'essayais de faire, mon horaire, c'était 5 jours.
Puis j'essayais de faire une semaine 5 jours, une semaine 6 jours, où ce que je pognais le shift à quelqu'un. Parce que ça, c'est ton chiffre, c'est ton argent en toi. Parce que t'es tellement pauvre. Tu sais, Oui, je comprends, ouais. Fait qu'au moins, là, si tu fais un chiffre de plus, t'es comme, ah man, j'ai 150$ pour moi, là. T'as ton lousse pour aller faire la partie. Tu peux l'échapper, solide. Là. De la job. Ouais, tu peux l'échapper solide, ce soir-là. Ah, c'est ça, c'est fou. Moi, en tout cas, ça a été un livre. Moi, je l'ai lu avant de te connaître. Ouais. Je l'ai lu, je te jure, en 2 après-midi. Là. Ah je l'ai ouais. clenché, là, comme c'est vraiment bon. Vraiment bon. J'ai même fait une vidéo après. Ah ouais? Je sais pas si tu l'as vu, Non, non? je l'ai pas vu, mais... Une vidéo de... Non, ben, pas de meurtre, là, mais c'était comme 5 livres. C'était une collab là, que je paire avec du vin. Là, puis OK. j'avais recommandé ton livre. Il y en a plein en France qui l'ont acheté. Ah ouais, apparemment, ouais. après ça. Ouais, ben, il y a quand même je suis quand même allé, tu sais, peut-être au moins 5-6 fois en Europe, avant même que mon éditeur tu sais, se base en Europe. Là. Il y a comme une... Oui, le Cartanier, ils sont installés en Europe aussi pour distribuer vraiment sur place. Mais déjà, il y avait un engouement, Ouais, tout ça. ouais. Puis, un moment donné, je débarque de l'avion, puis Félix au Cartanier qui s'occupe d'être sur place, puis représenter les livres, tout ça. Il m'avait dit que j'avais gagné le prix Léopold Sangar. Là. Fait que c'est quand même, c'est en 2017 à peu près. Puis ça, c'est un prix qui salue, en fait, la littérature de la francophonie extra-métropolitaine. Fait que wow. la littérature francophone des Antilles, du nord de l'Afrique, de la Belgique. Ça du inclut-tu Canada. la France aussi? Non, ben, Non, c'est ça, c'est il essaie francophonie. vraiment, il essaie vraiment de saluer justement la littérature française, francophone, d'expression française, qui est à l'extérieur de la France souvent, tu sais. Fait que il a bien marché quand même en Europe ou en tout cas ailleurs en francophonie. Fait que tu te dis, tu sais, c'est difficile de sortir du Québec. Juste quand tu arrives juste un peu en ça, ben, de toute façon, tu sais exactement c'est quoi, là, tu sais. Puis il y a un engouement là-bas pour ce qu'on fait. C'est juste faut travailler fort. Là. Excuse-moi, t'allais dire. Vas-y. Est-ce que tu as eu à changer... Est-ce qu'il a été réédité en France? Non. Non, c'est le même livre? Non, il y a quand Seuil l'a pris pour faire le format poche, parce que... Bob, c'est pas Didier en Non, France. non, c'est pas Didier, puis C'est c'est pas, avec le c'est pas Seuil Titi ici. non plus. Puis, ben, en fait, le format ressemble beaucoup à celui-là, au Seuil. Au Seuil, c'est parce qu'en France, tu peux faire du grand format, tu peux faire du poche, mais le poche demande tellement un investissement majeur parce qu'il faut que tu abreuves toutes les librairies de France. Tu sais. Au Québec, on a à peu près 150 librairies. Il y a ça juste à Paris. Tu sais. Ah oui, c'est fou. Fait que si tu fais juste le calcul, il faut que tu aies deux exemplaires dans toutes les librairies. Ça demande des sommes pour payer l'impression qu'aucun éditeur au Québec est capable de se payer. Fait qu'il faut que tu passes par le réseau des formats poches. Seuil a ses poches, puis c'est une correction poche que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de mes auteurs préférés, autrices préférées qui publient là. Victoria Charlton. Non, je suis pas ça. Ah, t'es pas? C'est livre de poche. Mais C'est voilà. ça. Mais tu sais, livre de poche, j'ai aussi un immense Ouais. poche. J'ai une amie qui est à livre de poche, Stéphanie Clermont, qui avait fait le jeu de la musique au Cartanier. Puis ce qu'ils ont demandé, en fait, il y a juste certains termes qu'ils ont demandé de changer. Lesquels? C'est parce que, tu sais, mettons, le livre ouvre La gratte passait sur Ontario. Tu sais, la gratte, pour eux autres, c'est une guitare. Fait que, c'est le chasse-neige. Mais tout le joual qu'il y a dedans, il n'a pas touché. Puis mon éditeur tenait mordicus à ce qu'on touche à pratiquement rien. Puis parce que tu perds un petit peu tout l'aspect sociologique de la langue, tu sais, puis ça fait partie du réalisme. Pas tant reproduire comment les gens parlent, mais il y a une charge linguistique dans le livre où, tu sais, le parler de cuisine, les dialogues, tout ça, puis tu ne pouvais pas commencer à réduire toute cette typicité-là parce qu'on aurait perdu un peu l'âme du livre. Là. Ouais. Comment ça fonctionne? Comme, tu sais, Victoria était connue pour ses vidéos YouTube. Avant que ça s'approchait pour un livre. Moi, avant de faire des livres de cuisine, j'étais une espèce de bébite sur le web qui faisait un peu de télé. Comment tu as rencontré les gars du Cartanier pour faire le livre Le Plongeur? Le milieu littéraire au Québec est assez petit. Moi, je faisais des fanzines quand j'étais plus jeune. Ben, tu voyais ça dans le temps au Misto. On faisait des soirées de lecture, tout ça. Puis j'ai rencontré mon éditeur dans un petit peu dans ce contexte-là. Puis beaucoup de mes amis publiaient au Cartanier.
Puis il lui avait mentionné que si jamais tu le croises, jase un peu. Puis là, on s'est rencontrés, on a commencé à discuter, il a commencé à lire mes textes. Moi, j'avais fait de promesses de publication, tout ça, il a regardé. Puis on s'est mis à travailler ensemble. Puis ça a été je l'ai rencontré en 2011, je pense. Puis j'ai signé un premier contrat pratiquement 1 an et demi après y avoir montré une première version d'un roman. Puis ça a été comme ça. Puis je veux dire, le Cartanier, c'est un tout petit éditeur là, qui ne peut pas publier ça grossit des en même temps. Ça grossit, ouais. tu sais, tout ça, mais... Avec toi puis Alain Farah. Oui, Alain était déjà là à ce moment-là. oui, Puis c'était c'était un des chevals de proue là, de l'écurie, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Là, mais Alain était très, très installé au Cartanier déjà à cette époque-là. Puis connaissait l'éditeur depuis très longtemps. Puis c'est ça, puis là, tranquillement, oui, ça grossit, mais comme toute la littérature Québec en ce moment, ça va de mieux en mieux, puis, tu sais, il y a des propositions de plus en plus diversifiées, puis, tu sais, le secteur est en ébullition, là, fait que, ça suit une courbe, si tu veux, là, c'est pas juste le Cartanier, c'est énormément d'éditeurs et d'éditrices qui travaillent d'arrache-pied pour que ça germe, tu sais, puis on est dans une passe où, puis il y a une jeune littérature qui s'installe aussi, puis qui est vraiment foisonnante, beaucoup plus qu'il y a peut-être 10, 15 ans, 20 ans. Tu sais, ouais. Fait que dans ce milieu-là, ça va vite des fois rencontrer le bon match pour te mettre à travailler sur un projet de livre, puis tout ça. Puis dès que tu es sérieux, puis que tu donnes la marchandise, c'est certain que ça accélère le processus. C'est quand même, c'est quand même rare, là, je veux dire, je sais pas si c'est une question de talent, mais aussi de chance, je sais pas, des bons contacts. Moi, je pense qu'on fait notre chance dans la vie. Moi, j'ai jamais arrêté d'écrire. J'écrivais avec prétention de publier, j'avais 16 ans, puis j'ai publié Le Plongeur, j'en avais 33. Là, fait que, tu sais, je suis pas arrivé, puis publiez-moi, puis ça, j'ai bûché, il a fallu que j'apprenne plein de choses aussi sur comment tu fais du roman. C'est pas... c'est un art en soi, ça prend plus que 10 000 heures là, comprendre comment tu fais un bon roman. Fait que je pense, oui, j'ai été chanceux, mais j'ai aussi j'essaie de tout le temps comme garder la littérature au centre de ma vie. Mais est-ce que parce que c'est tellement écrit avec justesse, je veux dire, écoute, il y a des gags. Moi, quand j'ai relu le livre la première fois, je l'ai lu 2 fois, moi aussi. Puis la première fois que je l'ai lu, je suis comme, il se rappelle de ce gag-là. puis quand moi, je l'avais oublié parce que, évidemment, j'étais dans un état second quand je l'avais dit, ce gag-là. Mais je suis comme, les gags que toi, t'as dit. Oui, que je disais, oui, exactement. Puis est-ce que... Parce que, tu sais, moi, je me souviens, Steph, c'est comme on va le dire, là, c'était comme le noir qui passe un balai dans Back to the Future pendant l'époque de la ségrégation des années 50, puis qui dit, un jour, je vais être maire de la ville. Puis tout le monde est comme... ça n'arrivera pas, passe le balai puis ferme ta gueule. Steph, il disait ça dans la cuisine, à la plonge. Il disait un jour... Tu disais un jour, moi, je vais être une rockstar. Là, tu dis, ouais, c'est ça. Je peux devenir rockstar. Continue à flipper tes poings. Oui, mais Steph, il disait ça un jour, je vais écrire un livre sur toutes vous autres. Puis j'ai lave les chaudrons, gros, je t'en demande pas plus. Ça donne. Mais t'écrivais-tu vraiment comme le soir en arrivant chez vous? Parce qu'il y a des affaires qui... J'écrivais autre chose dans ce temps-là aussi. Là, je faisais mes je travaillais aussi avec des chums, on se montait des fanzines. Moi, je voulais être éditeur dans ce temps-là. Je travaillais avec Ed Hardcore. Oui, je travaillais avec Ed Hardcore, oui. Puis, oui, j'arrivais le soir, mais ce que j'aimais de l'hôtellerie, même à cette époque-là, c'est que tu pouvais travailler 12 heures en 4 jours, puis tu avais du temps un peu pour lire, écrire, tout ça. Ça me permettait, puis tu travaillais le soir, tu pouvais comme aménager tout le temps un peu ton horaire pour... C'est vrai. Comme travailler sur tes trucs en même temps. Puis, oui, j'étais déjà en marche, là, mais dans ce temps-là, je voulais vraiment être éditeur, Là, quand j'ai rencontré mon éditeur, j'ai fait « OK, je vais être écrivain à la place parce que je ne serai jamais bon comme cet éditeur. » Fait que, j'ai vraiment... c'est un talent, Oui, mais tu sais, c'est de la générosité, être éditeur, tu es tout le temps dans les textes des autres. Là. Fait que tu n'es jamais en train d'écrire ton texte à toi, tu es tout le temps en train de travailler le texte des autres, tu es dans les affaires des autres, tu pousses les autres à arriver le plus loin qu'ils peuvent dans leur texte. Ça demande du travail, dans l'ombre. Dans l'ombre, tu es tout le temps dans l'ombre. Fait que moi, c'était
à l'époque, ça aurait été une position qui m'aurait plu, mais quand j'ai vu la charge de travail puis le talent que ça prenait, puis pas juste un talent, tu sais, de flair, de savoir c'est quoi une bonne histoire, là, être calé en grammaire, tu sais, savoir, tu sais, comme guérir les écrivains ou les écrivaines de leur tic d'écriture, tu sais, tout avoir lu Faut là, que t'aies des montagnes, lu tu sais, tout ça. énormément. Ouais. J'étais comme, OK, je pourrais peut-être être un écrivain correct, mais c'est sûr que je ne serais pas un bon éditeur. Fait que, tu sais, j'ai dit OK. Puis j'avais des amis écrivains qui me disaient arrête donc là, de nous publier dans des fanzines. Pourquoi tu n'écris pas? Écris, tu sais, t'es aussi bon que nous. Puis, fait que de fil en aiguille, tu sais. Mais au Misto, c'était ces années-là. Là. C'était les années où j'allais switcher entre vouloir être éditeur, puis peut-être finalement plus préférer écrire mes affaires. Tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment admirable parce que travailler dans la restauration, c'est vraiment brûlant. Puis c'est facile d'aller prendre une bière après. Puis tu rentres chez vous, tu te vaches devant la TV, puis t'es fatigué. Mais toi, dans tes temps libres, t'écrivais. J'écrivais, mais tu sais, j'étais quand même... Je compensais aussi, là, je veux dire, j'ai tout le temps composé avec des problèmes de compulsion. OK, oui, fait que, ben oui, je veux c'est dire, vrai, je travaillais pour pas penser à ça. Je travaillais pour... Tu sais, je faisais un transfert, là, souvent, pour travailler trop, tout ça. J'aurais pu plus travailler puis être plus sérieux sur mes affaires à cette époque-là, mais c'était des années de formation qu'appelle, tu sais. Fait que, ouais, mais tu sais, mais ce que j'ai toujours aimé de l'hôtellerie, c'est que tu pouvais... Le métier est intense. Puis tu peux compartimenter, tu peux compartimenter ton cerveau entre travailler vraiment intensément, puis après ça, avoir du temps à toi pour plonger dans la lecture, dans l'écriture, dans le silence que ça demande, écrire, tu sais. Ça faisait un bon équilibre. Je pense que s'il n'y avait pas cette intensité-là, oui, c'est brûlant, mais j'aurais pas eu le gaz pour me donner ce silence-là pour écrire à côté. Tu sais. Wow. Puis tu sais, que tu dis justement que tu étais dans l'excès. Juste donner une idée aux gens comment le monde dans le livre était dans l'excès. On a, tu sais, avant d'aller à ta première, on est quelques-uns qui avaient lu le livre, tu sais, puis on s'en est jasé. Puis on va à la première, puis il y a de la nostalgie qui s'installe. Félix, Pat Moreau, on se voit tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Puis là, tout le monde se disait la même chose, comme... Hey, c'est hot, hein, que Steph, il s'est donné comme vice le gambling. Puis là, moi, je me souviens d'avoir eu la conversation avec Steph. Je suis comme, qu'est-ce que t'es venu avec l'idée du gambling, tu sais, comme vice? Puis comme, ben, je l'avais pour vrai, le vice. C'est juste, vous étiez tellement torchés que personne ne se rendait compte des vices des autres. Là, mais en même temps, j'avais toute ma toile d'araignée de mensonges. Oui, mais en même temps, avec du recul, c'est fou. Quand tu as du recul, après, je repense à plein d'affaires. Justement, on avait été à fête de 40e à mon frère dans un espèce de bar miteux à Rosemont. Puis il y avait des vidéos poker, puis tu jouais avec Étienne. Puis là, je me suis rejoué une grosse partie de ma vie après avoir lu le livre. Tu as trouvé les indices. Oui, carrément, j'ai trouvé les indices. Moi, je me rappelle d'avoir lu le livre. Après, quand on a commencé à se dater, je l'ai relu comme une deuxième fois pour voir les passages avec Bob. Puis je trouvais que c'était le meilleur personnage. Tu l'as vraiment bien dépeint. En fait, j'ai fait un Bob qui est plus près de ce que Bob est là. Oui, OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, dans le livre, tu as Bébert qui est le cuisinier de soir, tu sais. Parce que Bébert, je fais faire des choses que Bob faisait aussi, tu sais. Puis tu as Bob qui est le cuisinier de jour, tu sais, qui est après sa vie de party, qui cherche... Il veut rester en hôtellerie, il veut rester en restauration, mais il veut plus l'excès à quoi les soirées de rush mènent, puis tout ça. Fait que, tu voyais que c'était un cuisinier, qui avait fait... son parcours, puis là, il était en mode plus tranquillisation, puis je voulais vraiment le faire plus comme le Bob, des années un peu après le Misto que vraiment dans l'ouragan du musical, parce que Bob... J'ai jamais travaillé de jour quand j'étais là. Non, il n'a jamais travaillé de jour, puis en fait... Bébert s'est fait remercier, puis je pense 3 mois après... C'est moi qui ai remplacé Bébert. Bob arrivait. Fait que, ils ont comme pris la même case horaire, tu sais. Puis c'est Bébert qui m'a comme amené la première fois au Roi Bar. Le fameux Roi Bar. Puis là, Bob, il travaillait au Café Eldorado à côté. Puis là, il voulait faire une coupe de chiffres juste parce que, tu sais, là, il s'ennuyait de tout ça un peu. Puis là, il y a un soir, je dis, hey, on va sortir au Roi Bar. Puis là, Bob, il dit, le Roi Bar, c'est une place de party où je n'irai jamais là. Tu sais. 2 semaines après, il était là tous les soirs.
Ah, c'est pas des jokes. Le barman au Wabar, Francis, il avait le menu. Puis on l'appelait le samedi. Puis là, je disais, OK, on s'en vient. Puis là, il choisissait des plats dans le menu. Puis là, on faisait des plats. Puis là, on arrivait, puis il n'y avait pas de siège pour s'asseoir au bar. Puis il descendait dans le sous-sol, puis il nous montait des bancs de bar. Puis il tassait le monde, puis là, on pouvait s'asseoir au bar. C'est malade, ça. Yeah, puis on avait de la bière qui nous On arrivait en attendait. taxi avec des focaccia, tu sais, comme ça. C'est vrai? On avait de la pizza à tout le monde au bar, absolument. Bob, vers, je sais pas, 10h30, 11h, il se faisait appeler, ou tu sais, juste la cuisine fermait à minuit, fait que c'était peut-être un peu après. Puis là, la dernière commande, c'était... Il disait au cuisinier, dont Tanguay, ton ancien coloc. OK, les gars, ils veulent une phoque au chef, une phoque à ça, puis là, ils soignaient ça tout dans le four pour que quand on a fini le close, on parte avec ça, puis on arrive au roi. Puis on faisait aussi... Non, mais ça, c'est vrai... au printemps, comme là, c'est les premiers beaux jours, on y allait souvent à pied au Roi-Bar. Puis on jetait beaucoup de stock, tu sais, dans un restaurant. Là, puis la pâte à pizza était comme fraîchement faite à tous les jours. Puis là, tout le surplus, on le jetait. Puis à un moment donné, ça me gossait. Fait qu'on s'était mis à faire des pizzas. Puis je me promenais avec des boîtes à pizza sur la rue Saint-Denis, puis j'ai donné aux itinérants. C'est vrai. Carrément. Tu te changes, puis je suis comme, non, mais voilà, j'ai de la pizza. Margarita, tu sais, comme... parce que c'est ça, peu importe le volume qu'on faisait, on faisait tout le temps les mêmes ballots de pâte, tu sais, puis il y en avait pour de vrai. Tu avais à peu près 4... T'as deux bacs de pâte à focaccia qui est épicée, puis l'autre pâte de calzone. Fait que ça avait vraiment de la pâte en tabarouette, là. Fait que tu sais, des fois, tu avais une soirée où tu n'en passais pas. Fait que tout que tu transformes en... Déjà, il était prêt à soigner dans le four. Fait que des fois, tu finis ta soirée, t'en restes plein. C'est infernal tout ce qu'on pouvait jeter. Dans un restaurant, tout ce que tu jettes, c'est comme... Mais en fait... Fait que toi, au Misto, ce qu'on jetait, c'était infernal. J'ai travaillé dans beaucoup de bons restaurants quand jetais pas de bouffe. Puis même, je l'ai souvent dit. Puis là, je veux pas rentrer trop dans des détails de restauration. Mais tu sais, moi, j'ai eu comme un espèce de background où je voulais pas devenir Bob le chef. Je voulais devenir un vrai chef cuisinier. J'étais allé traîner le meilleur restaurant à Montréal quand j'ai fini à l'ITHQ. Puis quand je suis arrivé au Misto, j'étais comme un peu en burn-out de travailler dans des bons restaurants. J'étais plus capable de faire ça. Ça demandait trop physiquement. Tu sais, je veux dire, tu fais des semaines de 80-90 heures, puis tu fais pas d'argent. À un moment donné, c'est chiant. Puis au début, t'aimes ça parce que j'étais le premier de ma gang de skaters qui avait un diplôme, qui faisait de quoi pour lui-même, tu sais, autre que le skateboard. Mais là, quand mes chums, ils se sont mis à faire de la construction puis me rattraper, je suis comme Chris, eux autres, ils vont camper, ils se payent des chars, ils se payent du bon temps. Moi, j'ai même pas le temps d'avoir une vraie blonde. Pour vrai, tu sais, ma vie est tellement chaotique. Puis la vie est à l'envers aussi parce que tu travailles le soir. Fait que tu t'aliènes tous les groupes d'amis qui, eux, vivent le jour. Puis le Misto nous offrait ça. C'était une place que la bouffe était quand même bien faite. C'était de la bonne bouffe maison. Mais on voulait pas te payer de l'overtime parce que les boss étaient cheap que Chris. Fait que tu pouvais pas faire plus que 45 heures semaine. Si tu le faisais, il fallait genre tu signes un papier, puis ils prenaient ta paye, puis ils t'en mettaient en banque pour quand tu faisais pas 45 heures semaine, mais là, ils te donnaient ton argent parce qu'ils ne pouvaient pas te payer de l'overtime. Fait que c'était parfait pour moi, le Misto. Mais je me souviens, mon premier jour, j'étais arrivé là. Le frigo t'a crotté. Le chef, c'était un tout croche de chez tout croche, comme dans le film. Il est pas comme dans le film, mais c'est pas loin. Ça aurait été mieux qu'il soit comme dans le film pour lui. Mais, dans le livre. Mais non, mais je me rappelle surtout... dans le livre, je me suis inspiré d'une couple d'affaires, mais c'est un chef qui serait passé au Misto bien avant que tu arrives. Fait que c'est même pas un... Le chef dont tu parles, il a même pas droit de citer dans mon livre. Ce qui est une bonne chose. Avoir mise en demeure pour ça. Mais ceci étant dit, j'étais pas sûr de vouloir travailler là. Puis moi, je sais pourquoi que Steph puis moi, ça a cliqué. Puis je sais exactement quand ça a cliqué. Parce que quand tu travailles... Non, c'est vrai. C'est vrai, là. Je vais verser une lampe. Mais quand tu travailles dans un resto gastronomique avec un chef vraiment hardcore puis tout, tu n'as pas le droit de te promener main vide. Jamais. Quand tu t'en vas quelque part, que tu t'en es en pause cigarette,
t'amènes de quoi à plonge ou au frigo, tu ramènes de quoi qu'il faut qu'il soit rangé. Tu te promènes tout le temps les mains pleines, c'est ça. Puis Steph, j'ai ramené un poêlon parce que moi, je me souviens, le premier soir, les gars criaient « Hey, le plongeur vient chier, poêlon! » Puis là, il est à l'autre bout, il est dans le sous-sol en train de laver de la salade. Toi, t'as 8 pieds à faire pour y amener un poêlon sale. J'étais comme, ben voyons. Puis c'est fou, autant que dans un resto comme le Misto, que tout est tout croche, il y avait une espèce de hiérarchie. Dans les grands restos, il n'y en a pas. Le plongeur, il est crissement bien traité, puis le boss boy aussi. C'est un rouage intégral que la place est bien. Si t'as pas de plongeur, ça va mal, un restaurant. C'est pas vrai que c'est pas important. Fait que moi, j'y amenais les poêlons, j'y amenais la vaisselle sale à Steph, puis je me souviens, le premier soir, comme, que c'est là? J'amène les poêlons, gros, je sais pas, je les amène, dis-moi-les, là. Je veux dire, je vais juste aller fumer une smoke dans la ruelle, puis je me souviens, t'étais touché par ça. Ça arrivait pas souvent que les cuisiniers, ben, tu sais, Bébert l'aurait fait, mais tu sais, Bébert était plus là quand t'étais là. Fait que tu sais, moi, lui, il venait m'aider à faire mon close quand il voyait que ça avait été une soirée de merde, puis c'était ce que tu faisais aussi. Parce que des fois, ça finissait vraiment plus, là, tu sais. Il y a une table qui arrive à minuit moins 5, ça veut dire qu'ils là, ils veulent des apéros, tout ça. Fait que là, les gars sortaient pas de la cuisine avant 1h15. Puis moi, je sortais tout le temps une demi-heure après eux autres, là, parce que, tu sais, puis... Là, ton level de fatigue est tellement élevé que t'es comme... T'as juste le goût de sacrer ton camp. Fait que là, pas que t'aides plus personne, mais tu veux juste que ça finisse, puis ça finit plus jamais. Moi, j'essayais d'instaurer, justement, en tant que chef, j'essayais d'instaurer cette espèce de... Tu sais, Steph, il finit notre demi-heure, mais tu sais quoi? Va passer le balai pour lui dans le sol. Moi, j'aimais ça passer à la mop. Moi, j'aime ça des planchers. Tu sais, à la maison, j'aime ça le plancher propre. OK, ça peut traîner partout, mais si le plancher il est propre, il n'y a pas de poussière, j'ai l'impression que la maison est propre. Ah non, mais tu pètes des coches, des fois, tu vois un moton de poussière. Ah oui. Comme... non, c'est vrai. Mais tu pètes pas des coches. Non, mais... Genre, la maison, c'était une dombe, mais c'est pas si pire. Pas parce qu'il y a un moton, on a des animaux, là. C'est pas... Là, je te vois servir. Ouais. Ta nouvelle vie. Parce que moi j'ai vu la transition de plongeur, puis on s'est suivis, on a travaillé ensemble au Misto. Après ça, on est allé dans une espèce de dompe dans Rosemont qui s'appelait la Noche Dia, qui faisait pré-cuire des hamburgers à l'avance, t'avais n'importe quoi. J'ai jamais parlé de cette place. On avait tous besoin de travailler un moment donné. Mais je veux dire, j'ai pas tout le temps été Bob le chef, baby. Puis on s'est retrouvés là, puis c'était là, ça aurait pu être le serveur. Il va-tu avoir un livre sur le service ou... Non, il n'y aura pas un livre sur le service. Moi, quand j'ai pensé à écrire sur l'hôtellerie, je me trouvais que c'était le poste le plus intéressant dans lequel installer un narrateur ou une narratrice, c'est le poste de plongeur, parce qu'il voit tout de l'intérieur, mais partiellement en même temps. Fait que, tu sais, il n'y a pas une voix là, qui prend ça en charge. Je dis là un petit peu à gars, moi, pour vous montrer comment ça marche. Il comprend le milieu, mais en même temps, il est tellement névralgique au fonctionnement du restaurant que... ce qu'il peut raconter de ce qu'il voit, ça devient immersif, puis ça devient vraiment, je pense, réaliste, puis ça donne en justesse c'est quoi, tu sais, traverser un chiffre de ça, mais c'est sûr que, tu sais, si j'ai des projets où je vais écrire plus sur moi, il va tout le temps avoir une touche, tu sais, de service ou de cette vie-là. Moi, ça fait 22 ans là, que je suis en restauration, hôtellerie. Là, encore, t'es barman, t'es copropriétaire d'un bar. Exact, on peut dire aussi le bar... la Taverne du Pélican. Sur la rue Laurier. Grâce à mes deux grands frères, Hugo et Benjamin, qui eux c'est des lifers, là, mais c'est eux qui s'occupent vraiment de tout. Là. Eux, ils m'ont fait de la place dans l'actionnariat. À un moment donné, je me rendais compte que j'étais à mi-trentaine. Tu sais, mettons, tu as 33, 35 ans sur le marché du travail. En hôtellerie, tu vaux quand même cher parce que tu as de l'expérience. D'habitude, le monde qui a cet âge-là sont soit comme gérants ou gérantes dans une place où ils ont leur spot. Le bar où j'étais, l'actionnariat commençait à flipper un peu de tous les bars, puis j'entendais, on va peut-être fermer, on fermera peut-être là. Je disais, OK, non, ça me tente pas de... Puis à ce moment-là, Hugo puis Benjamin avaient trouvé le local pour le bar qu'ils voulaient ouvrir depuis une dizaine d'années. Puis on dit, si tu veux, viens-t'en, tu sais. Puis j'ai fait, ben là, c'est pas mal certain que je viens. Fait puis Benjamin qui est dans le plongeur aussi, en fait.
J'ai donné une place, là, j'ai fait un hommage là, vraiment à ce gars-là. C'est exactement que moi, dans la vie, j'écris. Fait qu'on est vraiment capable dans comment on s'occupe du bar, on est vraiment capable de tout articuler ça autour du... Eux autres, ils veulent s'occuper du bar tout le temps. C'est ça, c'est leur projet de vie. Puis moi, je viens patcher où je peux patcher, puis tout ça. Puis c'est un excellent... je suis pas mal... Tu parlais de chance, ça, je suis très chanceux d'avoir ça. OK. Pour continuer à écrire. Oui, pour continuer à écrire, parce que c'est mon salaire garanti, là, tu sais. Fait que je fais tout le temps mes 2 jours. Puis après ça, j'ai le temps de m'occuper des engagements pour le plongeur. J'ai le temps d'écrire mes autres projets. J'ai de la place aussi pour lire, parce qu'un écrivain qui lit pas, c'est un peu comme un musicien qui écoute pas. Il y en a qui disent moi, je lis pas. Moi, je lis pas. Je comprends pas ces gens-là. Moi, c'est comme si t'es musicien, tu me dis que tu n'écoutes pas de musique. Oui, c'est ça, ça a pas de sens. Tu cuisinier, puis tu manges pas. C'est comme... Je comprends que, par exemple, les cuisiniers, des fois, ils n'ont pas le temps de manger de la bonne bouffe parce qu'ils travaillent comme des cinglés, tu sais. Mais tu t'intéresses certainement à... Ça, j'ai toujours dit, ça fait 7 ou 8 ans là, que je suis plus cuisinier, puis j'ai plus appris dans les 7 ou 8 dernières années que dans les 24 ans de ma carrière, littéralement, parce que là, j'ai le temps de m'asseoir chez nous, ouvrir des livres de cuisine. Ouais. Tu sais, pendant la pandémie, là, j'avais pas fait de pain depuis l'ITHQ, depuis 20 ans. Puis écoute, j'ai maîtrisé pain, tarte, tout ce que tu veux. Ça fait du bien. Aller chercher la bouffe. Je ne pas dire c'est quoi. Je t'ai demandé, Stéphane, soit un ingrédient ou une recette que tu aimais, puis j'ai adoré ce que tu m'as répondu. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En fait, tu es la première personne pour laquelle ça t'a amené des complications, cette question. Parce que, tu sais, je voulais pas dire, le lait de coco. C'est comme, tu sais. Ça aurait pu, on est quand même très... Ouais, non, mais moi, j'essaie de plus manger des carbs. OK. Le blé? Ouais, mais là, non, mais quand je vais chez les gens ou quand, tu sais, j'essaie de plus. Chez nous, je m'en cuisine plus. OK. Mais non, parce qu'il faut choisir ses carbs, puis l'alcool est encore très présent dans ma vie, donc... OK, ouais. Fait que t'as coupé les carbs, c'est tough quand même. Ben, les carbs, je conserve les carbs de riz. OK. C'est pas mal ça, mon j'aime ça. Ouais. Moins de spaghettis, plus d'alcool. Exactement, c'est ça. Moi, je bois plus de bière. Oui, tu m'avais dit ça. C'est ça, ouais, à peu près. J'en ai bu cette semaine. On était à Matane, puis je me suis lâché lousse. J'étais à Fabrique. Ah oui, mais oui, c'est une place pour boire de la bière, c'est là. Mais même sur le bord de la beach, tu sais, je fais mon snob, je me mets une bouteille, puis je bois du champagne en bouteille. Ah ouais, c'est correct, ça. C'est tracé paillette. Mais oui, l'expression que je connaissais pas, Mais je t'ai demandé, puis j'ai trouvé ça vraiment touchant. Ton premier chiffre au Misto, à la Trattoria, appelons ça de même, t'as commandé ce plat-là parce que tu ne voulais pas déranger la cuisine. Puis ça avait l'air d'être comme l'affaire la plus simple dans le menu. Oui, c'est ça. Puis on mange vraiment ça. J'ai fait une pâte à focaccia. Ouais. Donc, je ne l'ai pas fait comme au Misto, style mince. J'ai fait vraiment le style pain italien avec pesto maison et fromage mozzarella, simplement fondu sur le top. Yes. Simple, mais efficace. Simple, mais efficace, c'est ça. Puis tu sais, ce qui était pratique avec les focaccia au Misto, c'est que tu n'avais pas besoin... Ben, tu pouvais manger ça en travaillant. Puis un peu comme quand Bob explique pourquoi il aime vraiment ça, les sandwichs, c'est que tu peux manger en faisant autre chose. C'est vrai, c'est vrai. La focaccia, c'était ça au Misto, c'est que tu savais que tu n'avais pas le temps de t'asseoir pour manger ton plat de pâtes, tu te commandais 2 focaccia. C'était comme une pizza mince. C'est ça. Tu as plié en 2, puis let's go. Tu as laissé refroidir. Ouais. Puis tu as plié en 2, puis là, tu peux te promener avec une pizza géante. C'est ça. Ben mince, c'était parfait. C'est tout le temps tes pizzas en 2, d'ailleurs. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. D'ailleurs, je ne veux pas encore une fois rentrer dans des détails, mais... Il y avait comme une section pour emporter, où il y a tous les plats pour emporter. C'est là qu'on mangeait tout. Oui, la section take-out. Tu sais que tu avais tout le temps les gars, les meilleurs livreurs de... Hey, c'était tellement du monde sorti genre d'un film de Martin Scorsese, les gars qui livraient à la carte express. Oui.
Faut le dire, à la Carte Express. Puis là, j'ai fait une pub pour à la Carte Express qui ne commandite pas ce podcast. Mais ça existe encore? C'était le Uber Eats montréalais, bien avant Uber Eats. C'est ça. Tu payais des frais. Ils prenaient pas de frais du restaurant. Non. Ils payaient bien leur employé. Tu sais comment bien qu'ils payaient leur employé? Je croise encore des gars dans leur petit soute à la Carte Express avec la petite affaire. Oui, il était vraiment habillé comme pas des chauffeurs de limousine, mais il y avait comme il y avait comme des côtes d'aviateurs en nylon avec une petite casquette. Tout ça. Il était très, très, très... Il y a des gars que ça fait plus de 20 ans là, qui font la Carte Express. Fait que c'est chapeau à eux. Il y en avait un qui était... c'était un gars de théâtre. Non, c'était un gars de l'Europe de l'Est, net de Transylvanie. Puis il tripait. À chaque fois qu'il rentrait, il entendait, moi j'écoutais du métal, puis là, il disait « Hey, t'as-tu allé voir tel show? » Puis à chaque fois, au lieu d'attendre dans le petit bout, il attendait à côté de mon radio. Puis il était comme ça, mais il était impeccable. C'était vraiment des personnages. C'était nos seuls différents. Nos seuls différents, Steph et moi. Différence. Oh, des chicanes, mettons? Ouais. C'est que quand je suis arrivé, Steph, il avait le contrôle du radio. La plonge était dans une autre pièce, littéralement de la cuisine. Et c'est bien cool, le death metal, mais le samedi soir, c'est la soirée du hockey, puis moi, j'en manque parce que je travaille. Fait que faut t'écouter la game, fallait que je mette puis la game. Faut que tu me donnes le score. Puis, Pauvre lui, c'était son hey, gars, c'était pas les meilleures années du Canadien, fait que quand c'était rendu 4-1 pour les Flyers, quand éteint ça, t'es en train de me mettre en calice. C'est 4-1 New Jersey, éteint à radio, met du death metal, mais c'était ça notre affaire, là. Il me fallait... À un moment donné, il y a rien que la radio qui marchait aussi dessus parce qu'il y avait tellement de farine de poignées dans la... La radio traînait dans la cuisine de prep en bas. Il y avait du gras. À un moment donné, tous les circuits ne fonctionnaient plus. Tu étais congestionné par tous les dégâts de cuisine qu'il pouvait avoir. Fait que... C'est là qu'il y a une justesse dans le livre. Quand tu parles de l'odeur d'une cuisine. Ah oui, c'est fou. C'est fou parce que je travaille plus dans des cuisines. Des fois, je vais voir des amis cuisiniers. Hey, viens dans la cuisine, voir les boys. Je rentre dans la cuisine, l'odeur, c'est la première chose qui vient me chercher. Mais c'est fou, c'est parce que ton livre, ça rejoint n'importe qui a déjà travaillé de près ou de loin dans la restauration. Moi, j'ai travaillé comme serveuse dans un Normandin. Là. Mais genre, je me reconnaissais full dans le livre. Oui. C'est pas pantoute le même style de restaurant. Non, mais c'est le même genre de volume, par exemple. Oui, c'est ça. C'est le même... Tu sais, le Misto, c'était quand même un restaurant qui se voulait, d'une certaine... qui recherchait une certaine clientèle, mais c'était un restaurant à volume, pareil, puis c'était des grosses sections, il y avait un gros roulement. Le staff en cuisine, il était quand même, les grosses soirées, vous étiez 4 dans une cuisine minuscule. On faisait 250 clients. C'est ça. 4, des fois 5, nous, on était 2 plongeurs, là. 2 plongeurs, c'est dans des Normandins ou des Saint-Hubert que tu as ça. C'est pas dans le petit bar à vin que le gars au garde-manger fait la vaisselle en même temps. C'est pas... Tout était dans le jus. Là. Même à un moment donné, il y a un des boss qui je dis « OK, je suis plus capable, ça, je veux... » J'avais marchandé une augmentation de salaire. Il dit « Là, regarde, le gars avec qui je travaille, il se pogne le cul. Fait que coupe-le, moi, je vais faire la job tout seul, puis augmente-moi de 3 piastres. » Je dis « Ah, bonne idée. » Le gars m'a jamais augmenté. Fait que j'arrivais à 3h15 pour être prêt à 3h30. Je commençais, j'étais dans la merde à partir de 4h moins quart, puis je finissais à 2h du matin. Moi, quand ils m'ont engagé, ça pour remplacer un chef. Puis quand j'ai su combien de chefs il se faisait, j'étais comme Chris, j'ai hâte de tomber chef. Je vais avoir vraiment un salaire décent. J'ai jamais eu ce salaire. Non, mais c'est pour ça même à la fin là, quand ça a tout fini puis ça a fermé, je faisais toujours pas cet argent-là. C'est capoté. C'est ça qui fait le... Ouais, mais je pense que c'est une autre époque. C'est une autre époque. Les jeunes à cette heure, puis chapeau aux autres de moins se faire manger à laine sur le dos. Ils ont plus de choix des emplois qu'ils font. Puis c'est ça. Moi, j'entends des restaurateurs se plaindre qui sont pas capables de trouver du staff. Puis je me dis, go fuck yourself. T'aurais dû payer le monde comme du monde dès le départ, puis tu serais pas dans cette situation-là. Parce que c'est certain. Il aurait fallu que ce soit des carrières vraiment attrayantes. Oui. Puis que tu peux avoir une vie. T'es pas obligé à 35 ans parce que tu as le corps tout pété de changer de secteur et tout ça, parce que... Puis tu dis, OK, tous mes chums ont des REER, tous mes chums ont des maisons, tous mes chums ont des chars, tous mes chums ont des enfants.
Moi, le samedi soir, à 2 h du matin, j'étais encore en train de Passer à mop pour le passer à moi pour aller plongeur qui boire au moins une pinte de rousse. Ouais. Puis ça a été précaire tellement longtemps que là, le manque à gagner est colossal. Puis c'est un manque à gagner qu'il faut gagner. Mais vu que ça n'a pas été en mode graduel, ça fait qu'il y a des chamboulements vraiment bousculants pour les gens qui n'ont pas des restaurants en ce moment. Là. Ah oui, mais c'est ça. Moi, je veux savoir une histoire, je sais pas si vous allez vouloir, là, mais une histoire qui n'est pas dans le livre. Une histoire du misto qui n'est pas racontable, genre, mais que vous pouvez raconter en podcast. Oh boy! Moi, j'en connais une de Bob qui était assez intense. Hein. On peut-tu te dire? Ben, laquelle? La fille qui s'est chiée à terre devant un joueur du Canadien. Ça c'est dur à battre. Ouais, j'en ai pas eu conscience. Je travaillais pas ce soir-là. Non. J'étais en arrière. C'est Félix qui était là ce soir-là. C'est ça. On peut aussi se rappeler qu'un des gérants a voulu se séparer une bataille. Oh! Ça, on était là tous les deux. Wow! Ça, c'est une... J'ai des frissons. J'avais oublié cette histoire-là. On avait un gérant qui s'appelait Papa. Mais... Non, il appelait tout le temps Papa puis Maman. Ouais, c'était le gars le plus smart au monde. Ouais. On dira pas son nom parce que peut-être qu'il veut pas être nommé. Il veut pas être nommé, Puis un soir, tu sais, il y avait des thugs qui venaient au Misto. Tu sais, surtout si tu as vu le film, faut que tu te dises que si le boss boy puis le gérant vendaient de la drogue, il y avait beaucoup de notre clientèle qui en achetait de cette drogue-là. Puis un soir, il y a eu une surenchère de petits coqs. Ouais. Puis... Et un gars a décidé de se lever puis de dire à l'autre table de se fermer la gueule. Puis, ça a vraiment escaladé. Et, mon Dieu, Papa, le gérant, il a essayé de se mettre entre les deux clans. Puis un des gars, il a juste... Puis Papa, il avait des lunettes. Des lunettes, c'est ça. Des lunettes jaunes. Des belles lunettes jaunes. Des belles lunettes jaunes qui coûtaient une fortune. Puis un des gars a juste swingé l'autre gars, puis il a passé dans le bar, puis il a pogné Papa, puis la lunette a brisé, puis il a rentré dans l'œil. Mon Dieu! Ah oui, puis là, par exemple, là, ça s'est mis à mal aller, parce que là, si tu fais mal à Papa, là, nous autres, on voulait sauter dans le tas. Là. Comme moi, je m'en crisse, petit clin, t'es qui? Mais on va te coller ici une volée. Là. Moi, je pensais vraiment faire le coup du chaudron avec l'eau bouillante, y verser sa tête, puis le battre avec le chaudron. Ouais, toi, non, j'y... Ah, puis la police est venue. Mais Papa, par contre, est entré dans une convalescence interminable après. Ah, ouais. Ben oui, parce que là, il a de la microchirurgie dans l'œil. Il a passé des mois et des mois à ne pas pouvoir voir la lumière du jour, c'était trop intense. Puis ça l'a... malheureusement, je veux dire, ça l'a entraîné dans une pente de dépression. Tout ça, ça a été... Il a pris, je pense, 6 mois à revenir travailler, puis il n'était plus le même après. Là. Il n'était plus le même du tout. Ouais. Non, mais ouais, ça, c'est... ça. Puis la fille, c'est quoi ça? Ben, OK. On va le dire, on va l'expliquer de même. De la cocaïne, c'est coupé avec des laxatifs. OK? N'importe qui a déjà fait de la coke dans la vie, puis ça, c'est un de mes amis qui me l'a dit. Quand tu fais une ligne, t'as comme envie de chier, pas longtemps après. OK? Puis... on avait les joueurs du Canadien qui venaient manger les mardis. Qui gagnent ou qui perdent, ils venaient manger. Qui gagnent? Qui gagnent. Puis ils venaient à la fin, tu sais, ils venaient après. Puis la cuisine était ouverte tard, c'était ouvert jusqu'à minuit le mardi. Fait qu'ils arrivaient vers 11h, les gars. Puis on avait ce qu'il y avait des puck bunnies qui se tenaient au bar, tu sais, des filles qui tripaient sur les joueurs du Canadien. Ou, autrement dit, non, je vais pas le dire. Non, mais tu peux le dire. Non, mais non, c'est une bonne alternative. Ouais, des plats à puck. Ouais, des plats à puck. Mais j'aime pas ça dire ça. Non, non, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Tu peux aimer les hockeyeurs, c'est un peu... Ouais. Anyway, oui, absolument. Hein, la femme est forte. Ça dépend de ton level de flirt. Ouais, c'est vrai. Ça dépend de ton désir. Bref, on a deux filles assises au bar. Il y en a une qui a une mini-jupe, puis de toute évidence, elle n'a pas de sous-vêtements, probablement, pour que tu vas comprendre avec le reste de l'histoire. Elle voit les joueurs rentrer, puis elle dit « Ah, mon Dieu, c'est un joueur canadien! » Fait qu'elle s'en va aux toilettes. Elle achète de la cocaïne à quelqu'un dans le restaurant qu'on nommera pas. Elle s'en va aux toilettes. Elle fait de la cocaïne. Puis elle va causer les joueurs du Canadien. Puis à un moment donné, un des joueurs du Canadien, que je nommerai pas non plus, dit au gérant, il dit « Hey, viens ici. » Il dit « Man, ça sent les égouts dans le restaurant. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? » Puis là, tout le monde, comme, cherche l'odeur mystère qu'il y a dans le restaurant. Puis tu sais, quand tout le monde spot la même chose en même temps, tu sais, c'est comme « Ah! » Comme une épiphanie, là. Oui, tout le monde avait... oui. Puis la fille, entre ses jambes,
Ben, il y a un tas de merde. Non! Yeah. OK, elle était aux toilettes. Un pet sauce comme Joe Allen dans le dernier podcast, ça carrément. Puis, fait que là, la fille est complètement humiliée. Tu sais, elle a de la marde ses cuisses puis entre ses jambes. Puis, au lieu de sortir par la porte de l'avant, elle a couru par la porte de la plonge, par la porte du plongeur. Et elle tombe en pleine face entre le bar et la banquette. Et nous, on n'est pas là pour voir ça, mais le lendemain qu'on arrive, le monde écoute, pas juste nous là, qui l'écoutent dans le bureau de gérant, on a des caméras de surveillance, fait qu'on l'écoute comme on le rewind puis on le rejoue. Il y a des clients, là. Le boss, il est comme « Yo, faut que tu viennes voir dans le bureau, montrer ça, man, c'est malade assez. » Et écoute, tu sais, on l'a souvent dit, le plateau Mont-Royal, c'est comme Saint-Sauveur. C'est un petit village. Tout le monde se connaît. Tout le monde savait c'était qui. Et on n'a jamais revu cette personne-là dans aucun bar, aucun restaurant. J'aime penser qu'elle s'est pris en main. Ben moi, je trouve que c'est une excellente publicité sur contrôle de la consommation. Oui, ouais. Il peut tout arriver. Ah, mon Dieu. Ça se compte-tu, ça? Ça se compte-tu? On peut couper au montage. Vous verrez. On n'a pas donné de nom. On n'a pas donné de nom. La fille, je pense pas qu'elle va écouter notre podcast. C'était peut-être un gars, mais je pense. Mais c'est parce que l'excès, ça devient tout le temps laid à un moment donné. Mais oui, c'est ça. On va c'est le une montrer bonne comme c'est. Ah, puis écoute, ce n'est que la pointe du iceberg. On pourrait s'asseoir ici jusqu'à minuit à soir puis se compter des histoires pas racontables. Mais sauf que, tu sais, est-ce qu'elles sont toutes intéressantes? Moi, je trouve. Autant, tu sais, puis je l'ai souvent dit, il faut que ça sonne humble, ce que je vais dire, puis ça ne sonnera Ça va peut-être être pas. difficile. Je suis content de comment ma carrière a fini, puis je suis sûr que tu es content comment la tienne a fini. Mais le vrai fun dans tout ça, c'était le chemin pour se rendre. Puis Chris, qu'on a eu du fun pour se rendre. Tu sais, je veux dire, on savait pas. Si tu m'avais dit le soir que tu as cassé le nez à Félix puis tu m'as cassé le bras sur le coin de la rue. Puis ça, on n'a pas encore parlé. Ouais. On va en parler un peu. On a une passion, toi puis moi, pour Steven Seagal. Tu as fait de l'aïkido. Est-ce que tu fais encore des arts martiaux? Non, c'est fini? Ben, tu sais, je veux dire... C'est niaiseux. Ben, c'est pas ça, c'est que moi, je travaille encore avec mes mains. Là. Ouais. Et me fouler le poignet, là, ça va pas être... tu sais, c'est pas très... Parce qu'il avait voulu nous montrer des moves. OK, c'est ça. Moi, j'ai un bras fragile, tu sais, j'ai un bras reconstruit. Non, mais non, ça, c'est la fois... Parce que Bob, il me faisait tout le temps des coups de cochon, là. Puis là... Des mauvais coups. Mais c'était de bonne Puis là, je le cherchais dans le restaurant, puis là, qu'est-ce qu'il a fait, ça? Puis il était caché en dessous du four à pizza. Puis là, je l'ai pogné. Puis là, il a tout de suite, il sort du four à pizza. Puis là, j'y ai couru après pendant à peu près, dans la ruelle, pendant à peu près 3 rues. Avec un restaurant plein de monde. C'est ça, tu sais. Ouais. Là, moi, je courais un peu comme T-1000 dans Terminator 2. Là, puis... Je comprends pas la... Non, mais tu sais, c'est Robert Patrick. Tu tapes Robert Patrick T-1000, tu vas voir, Puis là, je l'entendais hurler de douleur en avant. Là, il était avec son espèce de... Tu sais, parce qu'il y avait... Les chapeaux, là, les muffins, là, c'est un chapeau qui ressemblait un peu à la capine de maman dans Petite Vie. Là. Puis là, il courait, puis là, il rase à se faire pogner par des... Puis là, quand je le pogne enfin, tu sais, j'ai fait une clé de bras de niaiseux, puis là, tu devais crier avec tes petits bras spaghettis. Ouais, sensible. C'est comme mon cœur. Mais non, mais Félix, c'est parce que... Fanfaron comme il était tout le temps. Il était allé... Lui, il voulait être cinéaste à cette époque-là. Puis, il est allé capter un truc de Starbucks et les impuissants. Ouais. Puis il disait, moi, là, je connais ça maintenant, de la lutte tough, tout ça. Puis il avait comme commencé à essayer de me brasser. Puis je disais, va-t'en. Puis j'ai juste accroché le nez, puis là, il s'est mis à... Ah non! Il s'est saigné. Parce qu'en même temps, Félix avait quand même un bon nez. Un cap, une péninsule, comme c'était facile à accrocher. Mais tu sais, j'ai jamais voulu leur faire mal pour vrai. Mais non, on était une famille, on était les meilleurs chums. Le seul à qui j'ai voulu faire mal, c'est Carl dans le livre. Ah oui, Carl. Que Bob n'a jamais rencontré, en fait. C'était avant ton époque, ça. Moi, je veux parler à toi en tant qu'écrivain. Je veux savoir, as-tu une routine pour écrire? Y a-tu quelque chose que tu fais? As-tu des superstitions? J'essaie de me coucher tôt. OK, pour écrire le lendemain. Oui. Okay, je veux dire, comme un de mes amis, écrivain, Sébastien Chabot, disait
Une journée d'écriture, ça se commence la veille. OK. Ouais. Fait que C'est bon, j'essaie de ça. me coucher de bonne heure. Si j'ai écrit, j'essaie d'arrêter à une place où ben, mettons, de rester sur ma faim. Ah, moi aussi, je fais ça, ouais. Ouais, ça, c'est bon. Ça, Ouais. pour pas... Puis ça, c'est un conseil, je pense. Je sais pas si c'est Stephen King ou quelqu'un d'autre OK, je savais pas, mais qui le c'est un donne, bon mais j'ai vu qu'il y a On Writing ici de Stephen King, qui est un excellent Oui, autobiographie, Thomas, il en a workshop, parlé, tu sais, tout ouais. ça. Ouais. Puis j'essaie de rester là-dessus, puis de me lever le plus tôt possible sans avoir non plus grugé sur ma nuit de sommeil. Puis là, je vais lire. Puis quand je suis tanné de lire, là, je me mets à écrire. C'est bon à savoir, ça. Fait que c'est une Pourquoi? grande discipline. Ouais. Pourquoi lire avant? Ben, ça me met dans la prosodie, tu sais, de l'écriture, tout ça. Je lis souvent des affaires qui me nourrissent pour ce que je suis en train de lire. D'écrire. Puis, tu sais, c'est un peu, je sais pas, là, je suis pas sportif pantoute, mais tu sais, c'est comme, t'es assis sur le banc, tu regardes le monde jouer, puis là, à un moment donné, tu veux embarquer dans le game. Fait que c'est un peu ça que je fais. Puis après ça, j'essaie de rester sur mon... Comment ils appellent ça? Le flow, là, c'est ça, tu sais, comme... C'est une espèce de théorie où c'est que l'artiste trouve un peu sa zone de confort dans le geste, là. J'essaie de rester là-dessus le plus longtemps possible. Mais j'essaie d'arrêter tout le temps à un moment où je sais que je vais être sur ma faim puis je vais pouvoir reprendre. Parce que des fois, j'ai des hiatus de quelques jours. Je peux pas recommencer tout de suite le lendemain, tu sais. J'ai mes chiffres au bar, tu sais, tout ça. Fait que je vais être sûr des fois que si je sais que je pourrais pas réécrire le lendemain... Tu as une idée pour continuer. C'est ça, que j'ai une idée pour continuer. Puis quand je vais me remettre dedans, je vais tout de suite pouvoir arriver vite à nouveau dans cette espèce de flow-là ou d'aise au travail, là, si tu veux. Tu sais. T'écoutes-tu de la musique? Est-ce que tu fermes des Ouais. électroniques, genre ton téléphone? J'essaie de ne pas avoir mon téléphone dans la même pièce que moi, mais ça, c'est comme tout le temps. J'essaie vraiment d'être le moins possible sur mon téléphone. Ouais. Je mets plus rien sur les médias sociaux de toute façon. T'écoutes du rap, finalement, aussi. J'écoute du rap. Ce J'écoute des fois ce qui fit avec ce que... Mais là, j'écoute beaucoup de trucs ambiants puis qui me permettent de... Du lo-fi. Mais ça, c'est quand je lis. J'écoute beaucoup de lo-fi en lisant. En écrivant, ça dépend. Là. Des fois, si je sens que j'ai besoin que ça déménage un peu, j'ai mes go-to, là. Tu bois-tu un peu d'alcool des fois? Non, ben, des fois, en fin de run, là, oui, je vais prendre un verre, tout ça, mais je vais pas... Surtout, j'aime écrire le matin puis le jour, tu sais. Ouais, OK. Puis l'alcool, ça m'amortit trop. Ouais. Pour que, genre, j'associe ça avec... OK, ouais. Des fois si j'ai une bonne journée puis je suis vraiment... Je suis vraiment dans une bonne lancée. Là, je vais me prendre un verre qui va comme agir un peu comme le café dans la journée. Là, tu sais, c'est ton ami de bureau là, tu sais, qui est là. Mais j'aime pas. Je suis vite amorti. Je suis pas stimulé, tu sais, socialement quand je bois. Ouais, moi aussi, ça j'ai le goût d'aller comme faire une sieste. Tu sais, tout ça. Je comprends. Ah, c'est intéressant, j'aime ça. Puis, t'as-tu des... continue. Non, continue. T'as-tu des fois le syndrome de la page blanche tout le temps? Là? Tout le monde en a, quand je te dis que je lis, c'est comme... OK. Quand je lis le matin, c'est pour pas être pogné devant le truc, puis OK, comment je démarre ça? C'est bon, ça. Je pense que c'est un bon... c'est un bon antidote contre la page blanche. Puis des fois, tu sais, c'est peut-être une journée que j'y réécrirai presque rien, mais je vais avoir... triper avec les livres que je suis en train de lire, puis ça va m'avoir tellement stimulé puis nourri que ça repousse un éventuel syndrome de la page blanche de toute façon. C'est intéressant. Ouais. Puis tu lis combien de livres, mettons, par semaine? Ou... C'est variable. Je tiens une espèce de document où je documente un peu tout ce que je lis, mais ça peut être 2 livres par semaine ou... Quand même, ça peut être un livre par mois, ça dépend. Ouais, ça dépend de ce que tu lis, c'est vrai. Que je lis, mais j'en lis tout le temps plusieurs en même temps. Oui, moi aussi, 3. Les biographies, j'y dévore ça. C'est fou. Tandis que là, tu m'as mis... C'est quoi que j'ai mis? Le Chardonneret, je sais pas si tu connais ça. De Goldfinch. Ouais, je me suis attaqué à quelque chose. Non, c'est celle qui a écrit The Secret History. Oui, Donna Tartt. Donna Tartt, c'est ça. Mais c'est ça, de Goldfinch en anglais, je pense. C'est pas ça en anglais?
Ah, OK, oui, je pensais que c'était de Goldfinch, c'est un nom de famille. Ah, non. J'ai un 1000 pages ces temps-ci. Les là. Chardonnerets. Je l'ai, ça. C'est bon, ça. Oui, ça, c'est malade. J'ai recommandé à Bob. Là. Mais puis The Secret of Story, moi, j'ai ça. Ça, Justement, c'est immense. Ah, c'est quoi en français? C'est Les illusions. le maître des illusions. C'est mon préféré, moi Ça, aussi. c'est immense. Ça, je l'ai lu en 2 semaines. T'sais. Ouais, c'est malade, ça. C'est comme quasiment 1000 pages. Je l'ai lu en 2 semaines. T'sais. Ça dépend vraiment. Puis j'essaie vraiment de lire plein d'affaires en même temps. Fait que des fois, c'est pour ça que je progresse lentement dans mes lectures. T'sais. Mais j'essaie tout le temps de lire des essais, de la poésie, des romans, plus, je sais pas, des romans plus de littérature autobiographique, des fois du pur roman noir. Des fois, puis je vais aller tout le temps essayer de... J'essaie des fois de lire pour le fun, mais j'essaie aussi tout le temps de voir comment que les gens font ce qu'ils font sur la page. T'sais. Puis quand j'apprends en lisant, c'est là que je triple le plus. Là. Comme je suis en train de finir le cycle d'autobiographie de Deborah Lévy, tu sais. OK, je connais. Puis elle a écrit Le coût de la vie, tu sais, tout ça. C'est tout publié en français aux éditions du Sol ou Le mot et le reste, je sais pas. C'est en France, mais là, ça commence vraiment à devenir big. Puis il y a une efficacité, tu sais, elle parle d'elle-même, puis elle parle d'épisodes vraiment précis dans sa vie, mais tu sais, c'est une femme qui a grandi en Afrique du Sud, juive, elle a connu l'apartheid, tout ça. Mais tu sais, c'est plein de souvenirs, mais c'est tout le temps dynamique. Tout ça, puis tu te dis, OK, ça tient dans à peu près 140 pages. Tu as l'impression de traverser une saga qui aurait tenu dans 8 volumes. Mais tous ces livres sont super tight, puis tout ça. Puis moi, je lis ça, puis je reste comme fasciné de comment tu réussis à isoler les épisodes de ta vie qui sont les plus significatifs et les plus parlants pour les gens qui vont te lire, puis qui peuvent... Parce que moi, je crois pas qu'il existe de livre s'il n'y a pas de lecteur ou de lectrice. Okay, tu peux même parler de toi, mais si ton livre, personne ne le lit, ça n'existe pas. C'est les lecteurs et les lectrices qui font exister les livres. C'est pas les écrivains ni les écrivaines. C'est un partage, c'est une conversation. C'est comme quelqu'un qui parle puis qui n'est pas écouté, qui monologue. Puis ça, on a plein d'exemples, des gens qui s'écoutent parler. C'est pas intéressant. Nos 10 années ensemble au Misto. Fait que moi, je pense que la littérature, c'est un peu la même chose. Puis c'est pour ça que j'aime lire les autres, parce que en même temps, moi, je dis comment je répondrais à ce livre-là, ou comment moi, je ferais ça de même. Puis deux romancières qui m'accompagnent beaucoup dans ces dernières années, c'est Karlov Nosgard puis Elena Ferrante, qui tous les deux parlent de leur vie. Tous les deux viennent aussi de littérature qui sont mineurs, pour dire ça. Nosgard, il est norvégien. Elena Ferrante est napolitaine, italienne. Ça fait que c'est pas des littératures dominantes, mais les deux travaillent un peu le même matériau, mais de façon tellement différente que là, moi, je lis ça, puis je suis comme, OK, ça me nourrit, mais j'ai le goût d'être aussi bon, meilleur qu'eux, tout ça. Fait que combattre le syndrome de la page blanche, je trouve que c'est la meilleure manière. C'est lire du monde qui t'inspire, ça va te déverrouiller, certainement. Moi, ce que j'ai... Pendant un bon bout de temps, j'ai essayé de faire ça. Là, je le fais moins, parce qu'on dirait que j'ai moins le temps, mais je lisais un livre genre littéraire, vraiment, là, des classiques, là, des gros classiques. Puis après, un livre pour le fun. Puis, tu sais, ça me faisait voir justement deux types de littérature. Plus populaire, plus classique. Mais, tu sais, moi, je trouve qu'il faut tellement y aller de façon, tu sais, ramifiée puis réticulée. Il faut vraiment... Moi, ce que j'aime, c'est quand les livres, ils t'amènent vers d'autres livres tout le temps. Ou, tu sais, tu tripes sur un musicien ou une musicienne, puis il te parle d'un livre, puis là, tu vas voir c'est quoi ce livre-là. Tu checkes si t'aimes ça. Check ce que cette personne-là lit, d'où elle vient. Puis là, tu finis par te promener là-dedans. Puis, je trouve que ça fait des liens. Ça fait vraiment c'est quasiment synaptique là, comme truc. Puis, ça te construit comme personne qui écrit. Puis, toi, forcément, je suis sûr que tu lis des polars, tu lis, tu lis les Missing 411, comment il s'appelle? Oui, mais c'est David Paulides. C'est ça, tu sais, mais ça, moi j'en ai sur ma liste de lecture parce que je veux voir comment c'est fait. C'est comme, c'est pas tant... c'est pas bien écrit. Non, moi, ça liste de... C'est pas que ça soit bien écrit, mais c'est comme qu'est-ce que ça raconte puis comment que ça prend en charge les faits. C'est intéressant. Ça, c'est aussi valable, le dire, ça a une valeur littéraire. Je veux dire, tu sais, un char qui passe dans la rue, ça a une valeur littéraire. Il faut juste que tu sois capable de capter ce qui est trippant dans... Mais
Mais je t'ai prêté. Dans le réel. Oui, mais si tu j'en ai les as, 3. parce que moi, je veux dire, c'est tout le matériel du travail, c'est fascinant parce que c'est tout le temps on sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Oui. C'est ça le plus, c'est ça, intéressant. Puis ça laisse tout le temps ça fascine n'importe qui puis tout le monde, tu sais. Ouais. Parce que qu'est-ce qui est arrivé avec cette personne-là? Ouais. OK. Notre premier date, on a parlé de crime. Oui. Ouais, c'est ça. C'est fou. Je t'ai tout de suite attaqué avec les Menendez Brothers. Puis on a relayed sur des cas. Mais c'est ça aussi, lire un livre. C'est, je veux dire, moi, t'as beau me dire que c'est le meilleur livre de l'humanité, mais si je ne connecte pas avec ce qui se passe, comme dans le temps des fêtes, justement, j'ai lu la vie de Keith Richards, Life. Ouais. Puis justement, j'ai comparé beaucoup ce livre-là au Plongeur. Parce que, il y a beaucoup. Écoute, tu sais, il a vécu toute une vie, Keith Richards. Puis dans ce livre-là, il a pas fini de la vivre en plus. C'est quand même impressionnant. Hein? Ouais. C'est. Non, il y a beaucoup d'histoires, tu sais, que je m'identifiais à tout ça, des affaires pas possibles où on aurait pu se ramasser en prison, toi puis moi, puis les autres, tu sais, puis on est là pour le compter, puis c'est ça qui est j'en ai une histoire que j'aurais pas pu raconter dans le livre. Vas-y. Je veux savoir ça. Quand j'étais allé chercher une valise. Ça, c'est quoi? Non, je vais les laisser aller, mais j'ai un bon doute. C'est qu'à un moment donné, on m'a demandé d'aller chercher une valise chez quelqu'un, en plein milieu de mon chiffre. La personne qui m'a demandé d'aller chercher la valise habitait pas loin du restaurant. OK. Puis là, il y a un gros groupe qui allait venir ce soir-là, tout ça. Puis la personne en question qui travaillait au restaurant me dit « Tu sais comment c'est fait chez nous? Il faut vraiment que tu ailles me chercher cette valise-là. » Comme « OK. » Fait que là, moi, j'y vais, habillé en job, là, en plongeur, tu sais, parce que là, on était dans tout ça. Il me donne ses clés, je vais chez lui. Je pogne la valise. Puis c'est une valise, là, cliché comme dans les films, là, tu sais, comme capitonnée en aluminium, là. Puis là, je me balade avec ça sur Mont-Royal. Je la donne au gars en question, là, et tout d'un coup, on dirait qu'il y a 45 tonnes de poids qui partent de sous les épaules. Il s'engouffre dans une voiture avec un gars par la ruelle, puis il revient après, super content, plus de valise. Je me rends compte que si je m'étais fait intercepter avec ça dans les mains, tu serais pas ici en ce moment. Je serais pas ici en ce moment. Tu peux pas dire c'était quoi qu'il y avait à l'intérieur? Non, je savais même pas c'est où il y a dedans. Ben non, j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. On a une petite idée, là. Moi, j'ai une bonne idée. Moi, j'ai... Mais toi, t'as eu l'affaire du fanny pack à un moment donné aussi. Moi, j'ai vu des affaires... Moi, j'ai vu... En fait... je pense même pas que ça se raconte, pour vrai. Ça se raconte pas, je pense. On est en fin de soirée. Dit-il avant de le raconter. On le coupera au pire. Vous me direz si ça se raconte. Ça va être ça le nom de votre podcast. Au pire, on coupera. On est en fin de soirée chez un des employés du restaurant. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de drogue, rien. Puis cet employé en question dit « Ah, ouvre le coffre-fort. » Il dit « J'ai de quoi dans le coffre-fort? » Puis on ouvre le coffre-fort, tu sais, puis il y a un gros sac, tu sais, comme un esti de gros sac, là, comme que tout le monde dans la maison va en prison pour longtemps, là, si la police vient. Dieu. Puis ce sac-là, on pensait que c'était quelque chose, mais c'était pas ça. C'était quelque chose qui ressemblait à cette drogue-là. Puis l'employé en question nous dit ça, c'est la nouvelle affaire. Il dit dans 3 semaines, là, vous allez en entendre parler de ça. puis 3 semaines plus tard ou 1 mois plus tard, on voit... On a une TV à écran plat en arrière du bar, puis on écoute LCN, tu sais, avant le chiffre. Puis c'est fléau de cette nouvelle drogue dans le village gay. Et la personne en question, l'employé en question, dit « Tu vois ça? Ça, c'est moi. » Puis je suis comme « Ah ouais, comme on a testé ça, nous autres, il y a 3 semaines. Hein, Oh mon Dieu! OK, tu niaisais pas. Mais c'était ça notre... Il niaisait pas souvent, lui. Non, c'était ça notre job. La restauration. Mais... Écoute, tout le monde était heureux, puis on est tous... L'important, c'est qu'on est tous là pour le raconter. Okay? Quand ça finit bien, c'est comme moins pire. C'est plus drôle. Mais Il ceci y a étant pas beaucoup de dit... gens qui sont fait mal pour vrai. Fait que Non, c'est ça. Mais ceci étant dit,
Puis tu sais, en vieillissant, j'ai un enfant, puis tout, puis je me rends compte, je glorifie aucunement la consommation de drogue. Autant qu'à l'époque, je trouvais ça débile, puis je trouvais ça le fun, puis je trouvais qu'on était comme des gens de cowboys du Wild West de la restauration. Je regarde ça avec du recul, puis touche du bois que personne, qu'on s'en est tous sortis indemnes. On est du monde chanceux, plus que stupide et chanceux. Stupide et chanceux. C'est le mot qu'il faut utiliser. Si t'es stupide, sois chanceux. C'est ça, c'est vraiment ça. Puis là, dans tout ça, on veut savoir. Ben oui, on veut savoir. Dernière question du podcast. Est-ce que tu as déjà vécu une histoire de fantôme? Oh! C'est pas tout le monde qui croit à ça. C'est sûr que Steph, oui, je le sais. Moi, apparemment, que tout le monde me dise que je suis probablement connecté sur des... OK. Parce que je fais énormément de paralysie du sommeil. Je fais des faux réveils. Je fais des rêves prémonitoires. Puis, c'est pas une histoire de fantôme. Mais c'est drôle parce que c'est dans un peu moins qu'un mois, ça va faire 10 ans qu'elle est décédée. J'ai une amie qui est morte du cancer du cerveau à 24 ans, Vicky Gendreau, qui est publiée au Cartanier aussi. Puis, quand elle s'est mise à dépérir, elle rentrait à l'hôpital, tout ça, puis on allait la voir régulièrement. Peut-être pendant la semaine et demie qu'elle a toffé à l'hôpital. Puis, je me souviens que la dernière fois que je l'ai vue, c'était un jeudi. Je m'en allais travailler. J'étais passé la voir, puis là, elle était quand même amochée, elle était fatiguée. Puis elle était quand même poquée, là, tu sais, elle était rendue hémiplégique, là, parce que, tu sais... Puis, non, mais les derniers jours, en fait, tout le long de sa maladie, elle était extrêmement courageuse. Puis, on se parle, je m'en vais travailler, puis, tu sais, je la trouve affaiblie, mais je me dis, alors, une bonne semaine encore au moins, tu sais, tout ça. Puis, il y a une de nos amies qui, à chaque fin de journée, nous envoyait un rapport de la journée, tu sais, par courriel, tu sais, là, Vicky était de même, Vicky était comme ça. Puis, là, je fais mon chiffre du vendredi. C'était jeudi, je fais mon chiffre du vendredi. Puis dans ce temps-là, je faisais le vendredi soir, je courais chez nous me coucher parce que je faisais les brunchs le lendemain, puis le souper. Fait que tu sais, j'avais vraiment une fenêtre d'à peu près 7 heures pour dormir une nuit correcte. Puis moi, je ne mets jamais de cadran, mais je mettais tout le temps un cadran. T'sais, je mettais mon cadran à 8h15 pour être sûr d'être à job à 10h moins quart. Bref. Je rêve que Vicky décède. Puis, j'ouvre les yeux, il est 7h30. J'étais un bon 45 minutes avant que mon cadran sonne. Puis, je me dis, c'est correct, là, tu sais, tout ça. Fait que je me rendors. Puis, je me réveille à 8h15, tout ça. Mais là, je prends ma douche, je me prépare, je check mes courriels un peu avant de partir travailler. Il y avait un courriel, le courriel qui faisait le récapitulatif de la journée de Vicky, était rentré à 8h du matin. Puis ça disait, ouais, il était un peu tôt pour vous écrire, hein, tu sais, Vicky est partie à 7h30 ce matin. Puis, en tout cas, puis, elle est partie paisiblement en âge. J'ai fait, OK, c'est spécial. Fait que ça, c'est pas une histoire de fantôme, mais c'est un genre des fois de... Un rêve prémonitoire. Mais, tu sais, j'ai fait de la paralysie du sommeil. Genre, j'ai même plus le droit de raconter à personne ce qui m'arrive en paralysie du sommeil. Ça fout la chienne. Pour vrai, mais tu veux pas nous raconter. Ben, c'est pas, tu sais, c'est un peu raconter tes rêves. C'est intéressant. Non, mais la On a eu Joe Alain dans la semaine passée qui nous a conté qu'il chie dessus. Ça peut pas être pire que ça. OK, c'est bon. Non, mais il y a quelqu'un d'autre qui nous a raconté la paralysie du sommeil. C'est qui déjà? En tout cas, mais... Mais tu sais, moi, c'est souvent, ça arrive... tu sais, j'ai des... Ah non, il y en a des bonnes. Je me réveille, l'endroit est tel qui... Ah non, je pense que j'en ai une pas pire. OK, vas-y. C'était... il y a plusieurs années. Ça, c'est un genre de faux réveil où c'était avec les rêves, là. Plusieurs années, moi, quand j'étais avec... une de mes anciennes copines, je travaillais tard le soir ou j'étudiais, des fois j'étudiais tard le soir, fait qu'elle elle se couchait plus de bonne heure, puis là, je me couchais un peu avec elle, au moment de s'endormir, je me relevais, puis j'allais continuer à travailler sur mes affaires. Puis là, je m'endors, puis je rêve que je suis dans une place, là, c'est bizarre tout ça.
Puis que là, il y a des créatures qui me parlent un peu, mais avec une espèce de voix, tu sais, super gutturale, puis tout ça, puis sont assez terrifiantes. Puis le rêve, ça nous amène ailleurs, tout ça. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un dans le rêve, puis je continue à entendre les voix gutturales, puis tout ça. Puis il y a quelqu'un dans le rêve qui me dit, tu sais, les créatures que tu as vues tantôt, là, sont dans ta chambre en ce moment. Il faut vraiment que tu te réveilles tout de suite. Puis je continue à entendre la voix, tout ça. Puis là, je me réveille. Puis là, là, je vois des formes, tout ça. Puis là, j'entends encore la voix, tout ça. Mais tu sais, c'était la respiration de ma blonde qui dormait à ce moment-là, tu sais. Fait que des fois, j'ai des genres de rêves comme ça. Mais sinon, la paralysie du sommeil, ça arrive pratiquement... Là, ça m'arrive moins, mais ça m'arrive, tu sais, je prie, j'entends tout le décor d'où je dors est exactement pareil. Il y a des formes qui passent, il y a des gens qui me regardent dans mon angle mort. Des fois, j'ai des faux réveils où là, je me lève, je suis correct, je me promène dans l'appartement. Puis là, ça m'arrive aussi. je suis comme comment ça que la porte est ouverte, je regarde dehors, puis il y a quelque chose qui m'attrape par le... C'est capoté, ça, la paralysie du sommeil. Puis c'est pas vraiment expliqué, hein? Ben, il y a une explication scientifique, mais... Mais je le remarque que ça m'arrive souvent... Si je suis dans des cycles de sommeil atypiques, si je dors sur le dos, puis s'il y a un stimuli dans la pièce, genre une TV ouverte ou ça va m'arriver plus souvent. Mais si je dors vraiment, tu sais, comme couché sur le côté, en pleine nuit, j'ai eu le temps, je me suis bien relaxé pour... mais, tu sais, ça a commencé à m'arriver, j'avais peut-être 13-14 ans, puis ça met tout le temps. Mais là, c'est moins pire. Mais c'est ça. Mais sauf des rêves, j'ai vraiment une vie onirique assez présente. Là, puis des fois, on me demande de ne pas raconter mes rêves parce que ça empêche le monde de dormir. Non, mais c'est ça qu'on je me dis, c'est juste des rêves, il n'y a rien de plus emmerdant que des rêves. Là, non, mais des rêves de même, c'est intéressant. Fait que ça serait le plus paranormal que je pourrais te... j'aime bien ça. C'est une de nos meilleures histoires paranormales qu'on a depuis le début. Steph, écoute, tu m'avais dit il y a 20 ans qu'un jour j'aurais un podcast puis je t'interviewerais avec ma nouvelle femme qui est autrice best-seller puis que tout le monde allait bien en vie. Je me serais pincé en tabarnak. Puis il y a d'ailleurs Barbecue à Bob disponible dans toutes les épiceries et dépanneurs du Québec. C'est avec que je n'aurais pas pensé. Okay, tu peux partir avec le rouge. Puis, je change de sujet puis je vais devenir émotif. Je suis vraiment, vraiment ému d'avoir pu vivre ce moment-là avec toi puis d'avoir pu vivre 10 ans de ma vie avec toi puis de pouvoir relayer ça dans un roman. C'est très touchant. Puis juste pour dire comment c'est un bon gars, t'as rencontré mon père à mon lancement. T'es venu à mon lancement déjà, c'est super apprécié. Puis t'as rencontré mon père, il t'a juste dit « Hey, je suis fan de toi, là. » Puis on s'est pas revus, puis t'as amené un livre dédicacé pour mon père. Non, mais j'avais dit, c'est parce que il voulait que je dédicace de quoi dans ton livre. Voyons donc, c'est vraiment gentil, juste ça. Là, Alan, il va lire ça, puis il va dire « Je veux plus que ma fille elle sorte avec ce gars-là. » Il l'a déjà lu. On est super amis, Alan. Puis moi, il me texte, puis on écoute le baseball ensemble en se textant. Mais c'est vraiment apprécié, juste dire, c'est pas tout le monde qui prendrait le temps de faire ça. C'est gentil. Ah, mais là... Yeah. Puis on va dire, avant de finir aussi, Le Plongeur, là c'était au cinéma, mais là ça va sortir sur Crave, c'est ça? Ça va sortir sur Crave éventuellement. C'est encore au cinéma dans un peu moins qu'une vingtaine de salles au Québec, ce qui est encore, je pense, pour c'est très, très bon. 6 ou 7e semaine, quelque chose d'assez malade. Je pense que dans certains cinémas comme le Beaubien, il va rester là un bon moment. Malade. C'est super bon comme film, d'ailleurs. Ouais. Moi, je conseillerais de lire le livre avant. Pour ceux qui faites-les dans le désordre. C'est ça, parce que je trouve que les deux... sont indépendants. Les deux œuvres sont indépendantes. En tout cas, se tiennent... appartiennent au même univers, mais sont autonomes. C'est vrai que c'est indépendant, les deux autonomes. J'ai hâte de lire ton prochain roman puis de te réinviter à Trip de bouffe. Je vais être là. Merci, Merci les amis. Merci.